Alors, j'ai pas regardé le buy-in. Il y a eu un match dans le buy-in? Si 3v3, et ben je l'ai pas vu. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Effectivement, il y a des matchs sur lesquels dont on n'a pas parlé pendant la preview parce que ils n'avaient pas encore été annoncés à ce moment-là. On n'a pas parlé d'un six-way ladder match qui permettait d'avoir une opportunité pour le titre international de Kyle Fletcher, dont on va effectivement rediscuter un petit peu plus tard tout à l'heure, avec un ladder inspiré de KO Wrestling, évidemment. Six-way ladder, de toute façon, maintenant, c'est forcément inspiré de KO Wrestling, vu que ça permettait d'avoir une opportunité pour un titre, entre El Clone, Jack Perry, Commander, Mike Bailey, Nick Wayne et The Beast Mortos. Donc, c'est un match qui avait été annoncé un petit peu au compte-gouttes la semaine dernière. On avait eu 3 premiers participants, plus 3 premiers, ou je crois que c'était 4, puis 2. Enfin bref, ça a été vraiment au fur et à mesure, avec du coup la conclusion lors du dernier épisode de Collision. Quand on regarde l'affiche, sans connaître le résultat, même si on connaît le résultat sans connaître le résultat, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec moi là-dessus. On va se mettre le petit chat ici. À quel moment il y a un autre vainqueur que Mike Bailey? Il n'y a pas vraiment de suspense, j'ai toujours pas vu le show MDR, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, on laisse Fletcher, Okada et Takeshita se foutre sur la gueule sans titre à All-In, car en soi, l'histoire entre eux n'a pas forcément besoin d'un titre et vous m'envoyez ces deux-là en 1v1 à All-In pour le titre international. Je suis pas d'accord. Je comprends le côté hype, le côté on s'en fout, y a pas besoin, ils ont pas besoin du titre et tout parce que c'est Don Callis Family machin. Mais je suis pas d'accord parce que pourquoi le three-way ladder de la Don Callis Family a besoin du titre pour l'unique et bonne raison que si la Don Callis Family explose ou implose en tout cas, c'est à cause du titre. Je trouve que toute l'histoire tient sur l'ego et qui est le meilleur champion international. Bah ouais. Donc en fait c'est si toute l'histoire tient autour de qui est le meilleur champion international et c'est à cause du titre que la Don Callis implose, pour moi, c'est un peu logique qu'on ait un affrontement où la Don Callis implose avec le titre international en jeu. Ça me paraît plutôt logique. Et Mike Bailey va pas prendre le titre international tout de suite. On va arrêter de faire des règnes de 20 jours. Hein. Clin d'œil, on en parle un petit peu plus tard dans la soirée. Ça n'empêche, victoire de Mike Bailey avec pas grand chose à dire. Un opener qui open bien, comme on dit souvent. Un MVP à la fois surprenant parce qu'on l'a pas vu depuis un moment, mais pas tant que ça si on suit un petit peu le parcours du monsieur. C'est Nick Wayne. Ce n'est pas un MVP si surprenant que ça, c'est un catcheur absolument exceptionnel. Nick Wayne, il a 21 ans, comme nous précise Nick. Moi, il m'avait fait forte impression dans le Best of Super Junior du côté de la New Jap il y a quelques mois. Et je l'avais tweeté à l'époque en disant « Qu'est-ce qui empêche Nick Wayne dans 10 ans d'être le meilleur catcheur du monde ?» Parce que comme vous le dites bien, il a 21 ans. Je ne sais pas si on se rend compte. 21 ans, voilà, il a 21 ans, il est né en 2005. À titre de comparaison, si je mets TLB a 1 an de plus que lui. Hein. Voilà, ça va pour vous. Ricky Sosa, 21 ans, né en 2004. Donc il est son né la même année avec TLB. Voilà, donc Nick Wayne à l'âge de Josh T. Vous restez avec cette information-là. Ce n'est pas pour dénigrer Josh T, bien au contraire. C'est plutôt pour glorifier Nick Wayne. C'est un 2005. Voilà, Nick Wayne est un 2005, c'est-à-dire que Nick Wayne, coup de boule de Zinedine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, il avait 1 an. C'est histoire de vous donner un petit ordre de comparaison. Bref, Nick Wayne MVP, Commander a été très très bon également dans le match, mais Jack Perry a été Jack Perry. Trop quoi vous dire de plus, en vrai. Jack Perry a été Jack Perry. Rien de plus à signaler. Victoire de Speedball Mike Bailey. Et ça va nous mener à quoi ? Donc c'est déjà annoncé, ça a été officialisé pendant le show. Speedball Bailey, comme le disait déjà Kyle Fletcher, contre Kyle Fletcher pour le titre international lors de Grand Slam Mexico qui aura lieu le 5 août. C'est dans pas très longtemps, étant donné que c'est mercredi prochain. Il y aura une victoire de Kyle Fletcher. Par contre, je pense qu'on va pouvoir raconter des choses, notamment par rapport à Kevin Knight, parce que Kevin Knight n'a pas défendu son titre ce week-end, vu qu'il était contre Kenny Omega. Je pense qu'on va pouvoir raconter pas mal de trucs. Surtout que si vous ne savez pas, Kyle Fletcher et Speedball Bailey, si vous les avez ratés, se sont déjà affrontés 2 fois à la télévision, et 2 fois, c'était des contenders pour être le meilleur match télévisé de l'année. Voilà. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais 4 c'est très très bien, c'est un très bon opener avec une bonne stipu, il y a 6 mecs, avec un but on va dire important parce que c'est avoir une opportunité pour le titre international dont on parlait pendant la preview qui je trouve en ce moment est le 2e titre le plus important dans la hiérarchie derrière le titre World, en tout cas
je trouve, là, dans le storytelling. Voilà, très bon opener, six-way ladder, c'est ça qu'on veut. Donc, le deuxième match, c'était Jon Moxley et Will Ospreay sous la bannière Death Riders contre les Young Bucks, Nick et Matt Jackson. Ce qui critique, c'est pour faire des stats et exister. C'est un match qui a été très intéressant, je trouve, pour ce qui n'est pas dans le ring. Je trouve que ce qui a été le plus intéressant dans ce match, c'est pas ce qui se passait entre les cordes. C'est un match qui a été très intéressant en termes de storytelling parce que du coup on a pu avancer un petit peu déjà sur toute l'histoire entre les Young Bucks et Kenny Omega, Will Ospreay, parce que la semaine dernière à Dynamite, pour ceux qui se souviennent, je sais que j'avais rush un petit peu dans mon rewind, mais il s'est passé quand même deux, trois petits trucs importants. Il y a eu un petit clash entre Kenny Omega et Will Ospreay, et les Young Bucks ont débarqué pour défendre leurs copains de l'élite, donc Kenny Omega. Alors moi, ils sont hyper potes. Hein, maintenant, ça y est, on est revenu comme en 2020. Ça y est, on se main dans la main, on s'aime, on se fait des gros bisous, comme en 2019 plutôt. Donc, il y a tout un storytelling entre les Young Bucks et les Death Riders, enfin en tout cas Moxley / Will Ospreay, et c'était très très intéressant à suivre tout au cours du match, ça je vous l'accorde. Mais également ce côté Moxley Ospreay de comment ils peuvent coexister, comment on va avancer au niveau de la storyline par rapport à Ospreay et Mox. Parce que Ospreay, en fait, officiellement, Ospreay n'a absolument rien contre les Young Bucks. Ospreay n'a rien contre eux, simplement, bah voilà, vous êtes potes avec Kenny, moi j'aime bien Kenny, mais en même temps, les Young Bucks, tu sens qu'ils se méfient d'Ospreay, ils sont un peu contre Moxley, etc. Donc c'est assez intéressant et ils veulent protéger le règne de Kenny Omega. J'ai trouvé ça très cool parce que tout ça, ce sont des choses qu'on a pu ressentir dans le match, à travers les spots, à travers les réactions des catcheurs, etc. Et notamment Moxley, qui était hyper en mode... Moxley, il était très concentré sur Ospreay et ça j'ai bien aimé. Il était bien plus concentré sur faire gagner Ospreay que de faire gagner l'équipe. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, ils sont que tous les deux, mais il voulait vraiment qu'Ospreay passe un cap parce que battre les Young Bucks à ce moment-là dans la storyline, battre les Young Bucks à un mois avant Kenny Omega, c'est prendre l'ascendant à la fois sur Kenny Omega et en même temps c'est confirmer la transformation psychologique d'Ospreay, donc devenir un tueur, hein, comme il l'a évoqué plusieurs fois, vraiment de dire bah il n'y a pas d'amis à ce stade-là de la compétition. Je parle comme un analyste foot ou basket, mais on s'est compris. Il n'y a pas d'amitié à ce stade-là. On est à un mois du match le plus important de la carrière de Will Ospreay. On est à un mois de la confirmation de est-ce que le travail des Death Riders et de Moxley a marché sur Ospreay. Et Moxley, il était vachement en observation sur tout ce match-là. Spoiler, sur ce match-là, d'abord, ça n'a pas fonctionné. De base, j'étais persuadé que Mox et Will allaient win, mais quand tu connais le reste du show, tu comprends mieux le résultat. Je le trouve exactement mérite. Je suis plutôt d'accord. Parce qu'en plus, si je me souviens bien, nous, on avait on avait pronostiqué la victoire de Moxley et Ospreay, parce que ça me paraissait tellement logique. Ça me paraissait tellement logique dans ce qui était raconté. Ospreay et Moxley étaient vraiment, même si voilà, de temps en temps nous mettait quelques petits doutes. Sur le dernier épisode de Dynamite, et bah c'était vraiment bon bah écoute voilà, avec Omega ça se passe bien, mais ça se passe bien jusqu'à ce qu'on se rapproche un petit peu trop du titre, donc il est vraiment focus sur Moxley, Ospreay. Donc pour moi c'était la suite logique, mais nous on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer au cours du show. Cette fois nous sommes au courant. Donc on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, parce que c'est à la fois la victoire et la physionomie de ce match-là a été ultra importante pour ce qui s'est passé un petit peu plus tard dans le main event. Maintenant, ça fait sens à la fois pour l'histoire qui est racontée entre Ospreay et Moxley, la victoire des Young Bucks, et en même temps, ça fait sens pour ce match-là qui a été annoncé pour All In, sauf que nous, on pouvait pas deviner que c'est ce match-là qui allait être annoncé, surtout qu'on en a parlé pendant la preview, on s'attendait plus à plusieurs équipes. Affrontement entre Cage and Cop et les Young Bucks pour le titre World Tag Team Champion, enfin le titre World quoi, le titre Tag Team. Cette annonce-là, je m'y attendais pas du tout. Young Bucks, Cage and Cop All In. Moi, je serais très content hein, de chanter le thème de Cop, mais on va s'emmerder. On va s'emmerder de ouf. MCMG qui débarque dans le segment mercredi, pourquoi pas. Pas trop de suspense vu que on en a parlé déjà tout à l'heure. Kyle Fletcher contre Bandidouf. Ça, par contre, c'était incroyable. Kyle Fletcher Bandido, j'ai adoré. Je pense que ça a été mon match préféré de la soirée. Et non sans surprise en fait, parce que je m'attendais à ce que ce soit mon match préféré de la soirée et j'ai trop kiffé. Et je pense que plus on avance, plus j'ai une estime haute pour Kyle Fletcher. Fletcher, il est pas meilleur depuis son retour de blessure. J'ai presque l'impression, ouais. Est-ce qu'on peut parler par contre de Kyle Fletcher qui débarque en mode Caraba là? Ça c'est quoi ça? Le flow du bonhomme, c'est trop dingue.
C'est trop dingue. En vrai, ça a été vraiment un match de fou. J'ai adoré. Il y a eu des putains d'enchaînements. Ça, c'est fou. Tout est incroyable. Le timing est fou. Le timing est incroyable. Le placement est incroyable. Hein, a.k.a. Willow Spray. Ça, Théma, comment c'est trop fluide. Hop là. La question qu'on peut se poser par contre maintenant, c'est quelle est la suite? La suite pour Bandido, surtout. Parce que la suite pour Kyle Fletcher, en vrai, la suite pour Kyle Fletcher, pour moi, elle s'écrit toute seule. On va aller avec Okada et Takeshita. D'abord, il va aller s'occuper de Speedball Bailey. Il va aller s'occuper de Mike Bailey de la semaine prochaine à Mexico. Un Grand Slam Mexico. Et après, ça va être tout droit. Après, on va avoir 3 semaines, allez, 4 semaines pour construire le three-way Don Callis Family. La question, c'est Bandido. Et comme dit, je crois que c'est le bandit sous masque maintenant, c'est Nick qui a dit ça. Bandido, on l'attend pour la saison pro. Il fait quoi, Bandido, là, pour le mois qui arrive, là? Envoyez-moi Bandido Brody King. Non, tu peux pas casser Brodido, c'est pas possible. Mais Bandido, je pense qu'à All-In, il est dans le gauntlet. Ouais, Casino Gauntlet, on est plutôt d'accord, Sawyer. Je pense que Bandido, c'est Casino Gauntlet. Et comme dit Nick, on l'attend surtout pour la saison prochaine. Pas grand-chose à dire de plus sur ce match. Je pense que je vais le dire assez souvent. Parce que globalement, ça a été un show qui m'a un peu déçu quand même. Faire un Brody Bandido. Tu peux faire un match amical, en vrai, peut-être. Peut-être. Comme le Ospreay Kenny Omega. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Pas grand-chose à dire de plus. Ding ding, le petit jingle. Match incroyable, mon match préféré du show. Allons-y, de toute façon on s'y attendait. C'est un match qui a deliver. Et j'ai très hâte de voir la suite, quoi. On enchaîne avec, par contre, un match. Il va falloir qu'on en discute parce que j'ai trouvé ça absolument nul à chier. Donc là c'est pareil, on est obligé de parler de ça. On n'est pas obligé de parler de ça. Ça c'est nul à chier. C'était nul à chier. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça arrive sur un pay-per-view AEW, sans déconner. Hein. Je lui ai mis 1,75. J'ai trouvé ce match nul à chier. En gros, la stipulation ne l'a pas aidé. Je suis même pas d'accord avec ça. La foule était morte. Le match était long, comme dit Thomas. Le match était long. Il fait combien de temps, le match? Donc c'est victoire, hein, victoire des Dogs. On n'a pas la longueur. Le match était long, le public était pas impliqué, les spots étaient mous. Il y avait rien de bien. Rien. Retour de Jay White dans un ring en pay-per-view AEW. Il a pas montré grand-chose. Il pouvait pas montrer grand-chose non plus. Je vais pas lui lancer la pierre. Et je suis d'autant plus déçu que j'aimais beaucoup leur rivalité du côté de Collision. Il y avait, même si je parle très peu de Collision, j'avais vu pas mal de segments passer, des petits matchs et tout par-ci par-là. Et il y avait des trucs trop marrants. Il y avait un segment dans une animalerie et tout avec des chiens. Enfin, c'était très drôle, c'était très fun. Tout ça pour ça. C'était nul. 17 minutes. J'ai l'impression que ça a duré une demi-heure. Il s'est rien passé. Vous vous rendez compte qu'on est sur un double collard, hein. Nul. Ah, c'est pas double collard, c'est double chaîne, pardon. Ils sont double attachés, c'est pas collard. Tout ça, ça a mené après à la victoire des Dogs. C'est naze. Y a rien à dire. C'était nul. Je pense que c'est un des plus mauvais matchs que j'ai vu en pay-per-view chez AEW. Parce qu'en fait, c'était même pas marrant. Il y a des matchs qui sont nuls, marrants, genre comme un nanar, tu vois, en pay-per-view. On enchaîne avec Hikaru Shida contre Maya World qui est devenue la nouvelle championne TBS. Attention, stat de fou, et pas une statlander. Hikaru Shida met fin, Maya World met fin à un règne de Hikaru Shida du titre TBS de, je vous le donne en 1000, 25 jours. Elle est Grand Slam Champion, hein. Grand Slam Champion, elle est Triple Crown, comme ils disent. Triple Crown Champion, parce qu'elle a aussi été championne AEW, Hikaru Shida, et elle a été championne AEW pendant 25 jours. Je ris, mais c'est pas drôle, c'est un peu triste en vrai. C'était pas terrible du tout. Là, c'est pareil, on s'est fait chier. Hein. En vrai, là, l'enchaînement, il a été chaud. Hein. Le turn de Shida, bizarre. Bah, c'était pour la storyline avec Stat. On est en plein dans le ventre mou du show. Ouais, bah, sacré ventre mou. Hein. Maya, elle a eu du buzz car elle avait la grande Mercedes devant elle. C'est plus glauque que ça. De pourquoi elle a eu du buzz, Maya. Un petit peu plus glauque que ça, malheureusement. Maya aurait dû prendre le titre à Athena pour sortir Athena de la ROH. Bah, c'est ce qu'on avait dit pendant la preview. J'avais dit que je voyais plutôt Maya... Ray 2006, ouais. Je voyais plutôt Maya World perdre là. Et limite qu'il y ait des interventions, même si je déteste ça pour des titres, qu'il y ait des interventions, une intervention au moment d'Athena pour teaser un possible affrontement entre les deux à Death Before Dishonor. Après, on avait également commencé à faire de la fantasy en mode imaginez LOL, on fait un titre contre titre à Death Before Dishonor
Et Athena perd son titre ROH et Eva, machin, et Maya World, elle a les deux. Honnêtement, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Je suis content pour Maya World. L'histoire est très belle. L'histoire est très belle. Elle perd son frère dans la vraie vie. Elle perd son frère. Elle est appelée pour remplacer Sari dans la Owen Hart Cup. Elle va jusqu'en finale contre Mercedes Moné. Elle perd contre Mercedes Moné. Elle remporte le titre TBS un mois plus tard contre Karushida. L'histoire est belle, mais c'est pas bien. C'est quoi l'intérêt? Non, mais si, l'histoire de l'ascension est cool, mais ça va trop vite et il n'y a pas d'intéressant. C'est pas intéressant. Ça va juste trop vite. En fait, ce qui est pas bien, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi Hikaru Shida a remporté le Survival of the Fittest pour devenir championne TBS? Ça n'a rien à raconter avec Chris Statlander. Alors que c'était la rivalité avec Chris Statlander. Donc pourquoi c'est elle qui a pris le titre de TBS? Pourquoi faire gagner Maya World maintenant? Et pourquoi on ferait un title versus title contre Athena pour le titre ROH? Vu que maintenant elle a un titre de TBS, elle est même devant Athena vu qu'elle est championne chez AEW. Là, elle prend le titre TBS, on n'est pas à l'abri d'un truc avec Athena, mais c'est quoi l'intérêt? Shida va repartir faire son visa d'un an, mais oui, mais Shida, c'est bon, c'est fini, elle se rebarre. Sincèrement, hein. Shida, elle a perdu en niveau et je la voyais bien ces derniers mois quand elle était à la Zero One. Shida, elle a perdu en niveau. Mais ça, c'est pas un problème, hein. Ça, c'est pas un souci, hein. Shida, elle a perdu en niveau, on est bien d'accord. Mais pourquoi faire gagner Maya World? Moi, c'est ça ma question. Après, évidemment, on va me dire, mais oui, mais il faut que tu patientes. Oui, on verra bien, mais en attendant, maintenant, c'est nul à chier, il y a aucun intérêt. Voilà. Et en plus, le match était naze. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Je peux comprendre le côté on la donne à Maya World, belle histoire, sauf que t'as rien à construire pour Maya World vu que maintenant elle a un titre de TBS et qu'elle est en rivalité avec personne et qu'il n'y a personne qui la cherche à part Athena qui est à la ROH, hein, pas chez AEW. Plus Hikaru Shida qui se cherchait avec Chris Statlander. Là, elle perd le titre comme ça, random, rien à voir avec Chris Statlander. Et en parlant de match pas ouf. Et dans la preview, je disais de toute façon, il y a Pac et Claudio, on va quand même kiffer, ça va être cool. Eh ben non. C'était chiant de ouf. J'ai plus aimé le show que toi, c'est assez rare pour le souligner. Ah mais en vrai pour le moment c'est dur hein. Après attention, vous méprenez pas, j'ai beaucoup aimé l'opener, j'ai beaucoup aimé le Bucks Ospreay Moxley, c'est juste que j'ai moins aimé que la plupart des gens, il y a des choses qui m'ont dérangé dedans et on en a discuté, c'est tout, mais j'ai beaucoup aimé le match. J'ai adoré le Fletcher Bandido. Par contre, depuis le Fletcher Bandido là pour le moment, c'est Lilian Thuram. Hein. C'était mid. Ça veut pas dire que c'était nul. Ça veut pas dire que c'était bien. Et encore une fois, on en parlait déjà pendant la preview. Quel était, entre guillemets, l'intérêt d'envoyer les Death Riders? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est un peu le problème que j'aurais avec la construction globale du show. Il y a plein de décisions que je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, à part raconter leur histoire Omega Ospreay, ils ont rien d'autre. Ils ont rien d'autre. Ils n'ont rien. Même pas des miettes. Le show était décevant et mid, il n'y a pas eu de build sur quasi tous les matchs, c'est pour ça que j'ai pas réussi à rentrer dedans, je suis d'accord. Je vois pas l'intérêt. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que j'avais vraiment l'impression de voir un show de « Ah putain, c'est vrai, il y a l'abonnement MyAEW, il faut qu'on justifie l'abonnement mensuel. Donc mettons un pay-per-view. » Donc ouais, ce match me fait me poser des questions. T'as rien construit. Les Young Bucks, ils sont arrivés en mode « Hop, c'est magique, on va aller pour le titre tag, mais du coup, bah tu sais que les Bucks gagnent. » Parce qu'il y avait ce truc de titre tag à ce moment-là, donc ils débarquent. Des fois, pas besoin de construire des trucs, faire une storyline juste pour crate, c'est bien. D'accord, on est à un mois du show le plus important de l'année, on parle de match où il y a les titres World en jeu. Je dis ça comme ça. Hein. Et c'est le moment où vous quittez le stream. Allez, comme la preview, je vous laisse parler. Non, j'ai trop aimé, trop cool. Ok, c'était sympa, mais manque de néon. Putain, il est chiant. Très bon match. En fait, t'aurais pu faire le show en Grand Slam Canada ou Grand Dynamite, mais il y a le truc MyAEW. Exactement, KSX. Putain, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Très sympa, très cool, la surprise de la soirée pour ma part. Et bah vous me régalez les gars, parce que j'ai adoré ce match. J'ai adoré le match, c'était trop marrant. C'était fun de ouf. Ça a pas joué à la violence, mais ça s'est servi du côté on peut pas faire forcément plus que ça. Donc on va faire des trucs un peu gaulerie tout en se pétant la gueule. J'ai adoré le match. En fait tu te dis que ça aurait pu être le pire match. Non, ça aurait pas été le pire match si t'avais vu la preview. À aucun moment ça aurait pu être le pire match, jamais de la vie les gars. On parle de Tommaso Ciampa et Chris Jericho sous stipulation. No holds barred. Jamais de la vie. En 1v1 classique peut-être. On parle de stipulation entre Jericho et Ciampa. Je vous l'ai dit pendant la preview. Les photos sont... Par contre, les photos sont incroyables. Regarde comme il fait peur. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Imagine, tu te réveilles en pleine nuit, t'as envie d'aller faire pipi, il y a lui qui te regarde. Mais Jericho, quand il faut faire le con et être violent, il sait faire depuis des siècles. Mais ça, on est bien d'accord. Hein. Bon, alors là, moi, tu prêches un convaincu. Hein.
Et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Jericho peut prendre des bons bumps et prendre un peu de gros spots et tout. Donc ils ont mis quand même un espèce de côté un peu fun parce que la rivalité se prend pas au sérieux. La rivalité se prend pas au sérieux. La rivalité, c'est Jericho qui est en mode ha Ciampa, tu me casses les couilles à faire le mec bizarre, et Ciampa qui fait je suis bizarre, je vais te niquer. Donc la rivalité se prend pas au sérieux. La finalité ne se prend pas au sérieux. On fait un match fun avec de la violence histoire de dire regardez putain, on se pète la gueule et tout. J'ai adoré. Bon match hardcore pour un truc family friendly. Je suis entièrement d'accord, Nick. Jericho Ciampa, en termes de rivalité et d'intensité et ce à quoi tu peux t'attendre pour un match comme ça. On n'est pas sur un Adam Page Swerve ou un MJF Adam Page. C'est pas la même chose. Tu vois, le lore de base n'est pas le même. Là, la rivalité est complètement conne. En fait, c'est Jericho LOL. C'est Jericho LOL contre Ciampa qui joue au méchant. Donc, à aucun moment, tu aurais pu avoir un truc vraiment hyper vénère. T'as les deux Goofy Buzz et ça a marché. Exactement. J'ai trop kiffé. Il y avait des trucs très cool. Il y avait des trucs super cool. Ça, ce plan est trop bien, quoi. On en parlait justement la dernière fois, ouais, Jericho on va pas se forcer, Jericho on va pas se forcer. Vous étiez plus de la moitié à dire ça. Arrêtez d'attendre des trucs de fou de Jericho. Jericho il est là pour faire lol, on va monter des petits trucs et tout, je suis en mid-card, on se marre et on s'amuse, et puis au moins je suis sérieux dans ce qu'on va me demander de faire, et il est sérieux dans ce qu'on lui a demandé de faire. On parle quand même d'une rivalité de low-card. Hein, soyons un petit peu sérieux 2 minutes. J'attendais rien de Jericho et je suis pas déçu. Voilà, très bien. Merci Jericho d'avoir jeté ce jardin des Bruins. Alors ça, moi j'avais pas toutes les refs et tout, mais j'avoue que c'était un peu rigolo parce que je crois que le père de Tommaso Ciampa avait été joueur professionnel et tout. Et il y avait tout le truc avec la pluche là, je sais plus comment il s'appelle, ça aussi c'était cool. J'ai trop kiffé. Là où moi je me pose la question, c'est sur le gagnant. On en avait parlé pendant la preview. Le Painmaker du coup reste invaincu, il a battu Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa a abandonné, hein. Ouais, j'ai pas la photo de l'abandon, mais donc c'est l'inverse en fait, c'est Jericho qui fout la perceuse, qui fout la perceuse dans la gueule de Ciampa et Ciampa qui abandonne, qui tape. Et effectivement, Thomas Fan Stardom me donne un très bon pont d'Avignon. Est-ce qu'on n'irait pas vers une trilogie jusqu'à All-In? Pour un Euro Barbed Wire pour All-In? Ça pourquoi pas, hein. Parce que j'arrive pas à imaginer la suite en fait. J'arrive vraiment pas à imaginer la suite. Ouais, comme dit Nick, ça fait un partout là. Et en même temps, même si je voulais que Ciampa gagne, c'était son premier 1v1 en pay-per-view. On va pas non plus lui offrir le monde, bien que j'aimerais. Tout peut pas se finir en pay-per-view, et moi je suis plutôt d'accord Kha'Zix. C'est juste que je me pose la question par rapport à l'intensité de la rivalité. Ça veut dire que je vois quand même Ciampa gagner la rivalité, mais du coup le seul match en pay-per-view entre les deux, c'est Jericho qui le gagne. Ricochet Jericho, ça s'est fini en weekly, c'est vrai. Maintenant, le souci, c'est que si t'envoies un no holds bar de taré comme ça et t'as un match simple en weekly normal, bizarre l'ambiance. Bah, c'est un peu ça. Et je m'attendais pas à une victoire de Jericho, en fait. Bien que maintenant que ce soit fait, ça me... pas illogique, tu vois, au contraire. Mais je sais pas ce qu'on peut faire pour après. Donc bref, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment adoré le match. J'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé grave. Je crois que je lui ai mis vraiment 4,5, genre. Ils vont faire un Euro Barbed Wire à la Onita, je pense, dans un stade. En plus, ça, j'aimerais beaucoup. Hein. J'aimerais vraiment beaucoup. Hein. Ciampa restera pas sur une défaite. Non, pour moi, Ciampa gagne la rivalité. C'est tout le but de cette rivalité. Cette rivalité, elle est là pour faire monter Ciampa. Pour moi, c'est l'unique cause de la rivalité. Là, le souci, c'est que c'est un match de fin de feud au final. Donc là, après, t'envoies un Exposing Barbed Wire with Water et une explosion de con version FMW. Non, ça me choque pas. Ça me choque pas. Parce que Ciampa a tapé, il peut très bien après casser les couilles. En fait, c'est un peu l'avantage d'avoir une feud un peu gaulerie. On s'en fout. On s'en fout, c'est une feud gaulerie. La base de la feud, il y a rien de sérieux, donc on s'en branle. C'est-à-dire que Ciampa, il peut très bien arriver et faire tu m'as fait taper, mais tu sais quoi, je m'en fous, je vais te niquer. Enfin, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. S'ils veulent se battre, ils se battront. C'est-à-dire que Ciampa a suffisamment fait douter Jericho pour le faire ressortir le Painmaker, parce qu'il a même pas été appelé Jericho, c'est Painmaker. C'est son blaze, genre c'était le Painmaker. Ciampa, il peut dire hey, le Painmaker, je m'en fous, il m'a battu, mais moi je vais battre Jericho. On s'en fout en fait. C'est ça qui est chouette. On arrive à un moment où je suis dans une situation de con. Je suis dans la même situation que ce qu'on disait tout à l'heure avec le problème AEW. C'est-à-dire que si on parle uniquement du match, il était très bien. Il était très bien, mais j'aurais voulu plus. Pour vous donner une idée, je lui ai donné 3,75. Et dans la preview, je dis ça, si c'est pas 4 ou 4,25 sur mon dropkick, ça a bardé. Et bah c'est raté. C'est raté et je m'attendais pas à ce que ce soit raté. Un très bon match, hein. Attention, on parle quand même du titre national. Tu vois. Là où ils sont chiants, c'est qu'on parle d'un match pour le titre le plus bas de la carte. Et au vu des noms, Mark Davis Andrade, tu te dis, ça va être une dinguerie.
C'était juste un très bon match. Andrade qui me vend une formation auto-entrepreneur, il est incroyable. En vrai, il est fou. En vrai, il est fou. Le graphique est dingue. Il a aucun sens, mais il est dingue. MJF va se battre pour le titre national. Du coup, pour vous, c'est sûr. On part sur Andrade MJF à All-In. Le moins bon match de Andrade cette année, c'est dire le niveau. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Ouais, pour la bague. Hein. Est-ce qu'on met le titre national dedans? Effectivement, est-ce que vraiment MJF se retrouve à se battre pour le titre national à All-In? Moi, je m'en fous. Honnêtement, je préfère voir MJF Andrade pour le titre national à All-In plutôt que MJF dans le Casino Gauntlet. Sans déconner. Hein. MJF va dénigrer le titre et juste vouloir la bague. Après, ça peut être très cool, un run de MJF insupportable qui va dire que c'est une ceinture de con qui lui sert à rien et qui se fait battre par un gamin qui se fait push. Hein. Un Nick Wayne, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être très cool aussi. Hein. Ça peut être vraiment très très chouette. Hein. Le titre national, big respect, mais on s'en branle aussi. Justement, je pense que là, c'est le but de mettre Andrade dessus, c'est de lui faire passer un petit cap au titre. Mark Davis avait commencé à le faire, mais soyons honnêtes, quand c'était Jack Perry, Ricochet et Jack Perry, Ricochet, on en avait absolument rien à foutre. Et je l'ai vu passer tout à l'heure. Est-ce qu'on partirait sur un Andrade to belt? Il prend quoi? Parce que pour moi, dans la quête de Andrade qui chasse la Don Callis Family, qui va aller du coup, si on s'arrête que à ça, il va sur le titre TNT. S'il va sur le titre TNT, ça veut dire que Mike Bailey perd contre Kevin Knight à All-In si les deux s'affrontent. Ça veut dire qu'on part sur ça. Je dis pas que je veux pas, je dis juste que du coup, il n'y a pas de Bailey champion à All-In. Hein. Oui, sinon Andrade est bloqué. Et moi, pour le coup, je suis plus partant sur un Andrade chasseur Don Callis Family, comme on a dit, qui va aller du coup chasser Kevin Knight, plutôt que Mike Bailey champion TNT. J'avoue, j'assume. Même si Mike Bailey, c'est les émotions, on est bien d'accord là-dessus. Tu fusionnes le TNT national, tu sais que si ça se trouve, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Ultime Andrade, j'adore. Ultime Andrade, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Andrade qui chasse la Don Callis Family et qui prend tous les titres, moi j'en rêve. Franchement, j'en rêve. Andrade 3 belt, je kifferais trop. On s'y attendait. C'était attendu, c'est pas pour autant que maintenant que c'est fait, je suis forcément content. Et je vous le dis, on en parlera jeudi soir, ça va être le sujet jeudi soir. Ça va être ça, le sujet jeudi soir. Ça, ce sera un petit sujet que je voudrais qu'on aborde jeudi en stream. On en parlait dès l'annonce, exactement. On en parlait dès l'annonce. C'est qu'on le savait, mais le fait de le voir, ça confirme tout. On le savait, ça fait des mois, enfin, ça fait des semaines qu'on en parle. Depuis le retour de Mercedes Moné, on n'arrêtait pas de dire Mercedes Moné va prendre le titre à All-In, mais du coup, là je doute un petit peu de ça, mais bref, Mercedes Moné va prendre le titre à All-In et elle n'affrontera pas Tekla. En plus, sur un roll-up, ça fait chier. Elle reste forte, lol. Il va rien se passer. Ça va être juste ha 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 lol, Moné va vouloir se venger parce que Willow lui a pris son titre TBS, alors que t'aurais pu avoir une histoire incroyable avec une Mercedes Moné qui revient face, qui doute. Imaginons tu la veux pour All-In cette année, hein, c'est possible, tu la veux pour All-In cette année. Mercedes Moné qui doute de ouf, qui est en mode putain j'ai tout perdu, je sais pas comment je vais faire et tout machin. En fait, Mercedes Moné elle aurait dû avoir l'histoire de Will Ospreay. Bon, pas avec quelqu'un au-dessus d'elle, mais on s'est compris. En fait, maintenant que c'est palpable et maintenant que ça s'est rendu vrai, cette histoire, bah voilà. Je suis deg pour Tekla. Je suis deg de ouf pour Tekla. Je suis vraiment deg pour elle. Je veux même pas imaginer une Tekla à All-In parce que ça veut dire qu'elle sera soit dans le buy-in, soit dans un vieux match pété, dans un gauntlet pour avoir une opportunité pour le titre ou pour le titre TBS, j'en sais rien. Donc bref. Je suis deg. Donc on en parlera jeudi. On en parlera un petit peu plus en détail jeudi. Et puis voilà. Donc ça, ce sera le sujet de jeudi. Donc on développera un petit peu plus à ce moment-là. Et en attendant, je suis un peu... Bon. Mon investissement pour cette div féminine a complètement chuté. Complètement chuté. Il était déjà pas très haut parce que c'était booké avec le fion. Hein, on est d'accord avec ça. Mais là... Bon. À la limite, je me console en me disant je n'ai aucune idée de qui va gagner le match entre les deux. Ouais, mais faire gagner Mercedes, ça veut dire que t'as deux reigns de transition. Il n'y a aucun intérêt de faire gagner Mercedes Moné en tant que heel. Enfin, je trouve que c'est vraiment lui donner le titre pour lui donner le titre. Bon, on y va. Donc là, il y a un gros morceau, donc j'ai mis 4,5. Il y a un gros morceau, et c'est un gros morceau où il y a beaucoup à dire, non pas pour le match, mais pour l'aftermatch. Match très fun, très cool à regarder, exactement. Exactement. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une défense de titre qui avait pas trop d'intérêt, entre guillemets, hein, qui avait pas trop d'intérêt, qui était un peu surprenante dans la route pour All-In d'avoir en défense Kenny Omega, Kevin Knight.
Moi, je trouve que Kevin Knight a été assez crédible. Et a plutôt bien tenu son rôle. J'avoue que j'avais un peu peur. C'était un peu le gros test. Vous savez, on en parlait déjà. Il y a pas mal de monde qui en parlait et je crois que nous, on l'avait évoqué aussi pendant la preview. C'était un peu le test que, par exemple, le Jack Perry avait eu contre Bryan Danielson à All Out 2024. Le test que Kyle Fletcher avait eu contre Adam Page à All Out cette année, qui a été largement réussi pour Fletcher. Bravo pour le flow, mais le niveau n'est pas là, on dirait Bleach. On n'est pas sur des bases de Kyle Fletcher à All Out 2024, clairement. Mais le test est réussi. Après, mes deux questions, c'est... En fait, le problème, c'est je trouve que le test est réussi sur un Kevin Knight dans le main event, non pas en tant que champion, et dans le main event, je trouve que il est crédible pour faire des main events de pay-per-view. Je le verrais bien, je sais pas, à Wrestle Dream contre Ospreay. J'en sais rien, tu vois, je pose des questions. Mais par contre, je trouve qu'on a aussi la preuve que là, son personnage, il, chez Don Callis, ça fonctionne pas du tout. Je pense que ça souffre de la ressemblance avec Fletcher. Moi, dans le match, je me suis vraiment dit qu'il n'était pas du calibre de Omega, surtout que l'Omega revient à son ancien niveau. Je suis plutôt d'accord. En fait, la ressemblance avec Fletcher, on est obligé de l'avoir dans le sens où c'est le petit gars qui rejoint la Don Callis Family pour monter les échelons. Mais ça marche pas, parce que c'est pas Fletcher. J'ai perdu toute ma hype depuis son turn. Moi, j'aimais bien, j'étais assez curieux. En fait, j'étais vachement curieux de la rivalité avec Darby Allin. En fait, on aurait dû avoir un Kevin Knight Darby Allin à Rédemption et un Kevin Knight Mac Bailey à All In. Là, le fait que déjà que Kevin Knight arrive vers Omega juste parce qu'Omega a dit écoute, je te donne le match juste parce que je suis sympa. Bon, c'est déjà des doutes. Hein. Il est fade, exactement. Mais après, il était fade en face aussi, hein, Kevin Knight. Est-ce que Kevin Knight est pas condamné à être un mid-carder? Mid-carder. Pour l'instant, oui, mais frérot, il y a du monde derrière. Hein. Ouais, mais trop tôt, mais les gars, il y a du monde derrière. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de gars qui sont pas encore dans le main event, qui sont en train de pousser et qui ont qui ont 10 fois plus d'arguments pour prendre sa place? Okada n'a toujours pas main event un pay-per-view chez AEW. Takeshita non plus. Kyle Fletcher n'est toujours pas dans le main event. C'est pas un problème, il est jeune, on est d'accord. Moi, je te parle pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Je te parle pas d'âge, je te parle des gens qui poussent derrière pour prendre sa place dans le main event. Et de prendre sa place en termes d'importance. Mark Davis est beaucoup plus crédible. Actuellement, Mark Davis est plus crédible. Andrade est plus crédible. Mike Bailey est plus crédible. Darby Allin est plus crédible. Vous vous rendez compte ou pas du nombre de gens qui peuvent largement lui passer devant, là, si on bouge la hiérarchie en haut? Ça va prendre du temps, bah... Ouais, mais il en a pas du temps, hein. Il en a pas du temps. Est-ce que déjà, tu te rends compte du nombre de gens qu'on attend sur le... Et Hangman Page, maintenant, tu vois. Il y a combien de gens qui attendent dans la title picture, là-haut? Et je te parle pas de LOL Mike Bailey. Non, 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 non. Je te parle de mecs qui sont déjà prêts et qui attendent juste leur ticket pour soit prendre pour la première fois le titre mondial, soit reprendre le titre mondial, des cas comme Swerve. Des cas comme Swerve, des cas comme MJF, des gars comme désormais Ospreay, des gars comme Moxley, et potentiellement un autre gars des Death Riders quand les Death Riders vont exploser, peut-être un jour, on sait pas, hein, peut-être un Pac ou un Claudio. C'est une question de quand tu builds sur tous les mecs que tu dois petit à petit faire monter dans le main event. Ah, moi, s'il attend 10 ans, je suis pas choqué. Hein. Franchement, hein. Pour le moment, c'est un mid-carder. Ouais, et il doit pas être plus. Il aurait pas dû main event contre Omega. C'était un très bon match. Hein. Y a aucun problème, c'était un très bon match. Mais c'est pas un calibre main event. C'est devenu un main event parce qu'il y avait Kenny Omega avec le titre AEW. Mais c'est tout. Mais ça n'a rien à foutre en main event de pay-per-view un mois avant All In. Je trouve. Y a pas mal de choses à dire là. Hein. Vous en avez pensé quoi de tout ça là? C'est écrit pour que Ospreay perde. Ouais. Je m'attendais à tout sauf ça comme segment final, je suis plutôt d'accord. Peut-être qu'il va vraiment tourner méchant et gagner le titre. Perso, j'ai kiffé, j'aime pas face contre face, je voulais tellement que Ospreay, après avoir viré Death Rider, envoie une Needle Blade, j'étais hype, Dieu merci, Omega a envoyé le OEA. J'ai pas aimé au premier coup, mais sur le deuxième coup, j'ai des petits trucs à dire. Ospreay est un clown au micro et c'est pour ça qu'on a foutu avec les Death Rider, pour lui donner de la prestance. Maintenant, est-ce qu'on avait besoin de ce segment de con? J'ai cru regarder Raw l'espace de 5 minutes. Le retour de Heel Omega, je l'avais pas vu. Pour moi, il est pas Heel Omega. Hein. J'attends Dynamite pour savoir si c'est vraiment un turn ou pas. Pour moi, Omega, il a pas turn. À l'heure actuelle, pour les gens qui regarderont sur YouTube, nous sommes le mardi 28 juillet. Donc Dynamite n'a pas eu lieu encore. Pour moi, c'est pas un turn. Hein. Omega n'a pas turn. Omega qui envoie la One Week Angel sur Ospreay, pour moi, il a pas turn. Hein. Omega est gris. Je pense surtout qu'Omega, il a voulu imposer le truc à Ospreay en lui disant « Frérot, je t'aime, mais là, on parle du titre mondial. C'est trop important pour moi. » Pour moi, il a pas turn. Honnêtement. Et je vois beaucoup plus un Ospreay turn en mode il pète les plombs parce que finalement, il a tout perdu, plutôt que l'inverse.
Omega, c'est la compétition, exactement. John Moxley avait prévenu Will Ospreay que Kenny Omega n'hésiterait pas à s'en prendre à lui, car à ce niveau, il n'y a pas d'amis, encore moins quand le titre mondial est en jeu. Et c'est exactement pour ça que Kenny Omega n'a pas turn. C'est exactement pour ça qu'il n'a pas turn. Il n'a pas voulu y croire et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Exactement. Ça va être intéressant de voir la prise de conscience de Will Ospreay. D'un côté, il y a John Moxley qui ne l'a jamais trahi, et c'est toujours vrai. Il l'a aidé quand il était au plus mal, l'a encouragé, l'a entraîné, n'a fait que lui dire la vérité. Et d'un autre côté, il y a Kenny Omega, son idole, son ami, qui n'a pas hésité une seule seconde à balayer sa relation avec lui au moindre petit doute. En plus, on voit pendant le retournement de Will Ospreay sur les Death Riders que John Moxley empêche Claudio Castagnoli d'aller s'en prendre à lui avec une chaise. John Moxley sait que c'est un long processus et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne va pas lui en tenir rigueur, mais qu'il va exiger de sa part qu'il se ressaisisse et qu'il voit enfin la vérité, qu'il prouve qu'il ne lui a pas donné ce badge pour rien et qu'il n'est réellement prêt à gagner ce titre mondial en retrouvant enfin cet instinct de tueur sans pitié. Après ça, je pense qu'on verra la première attaque de Will Ospreay sur Kenny Omega et qu'il n'y aura pas une seule once d'émotion sur son visage. En tout cas, la storyline vient de prendre un tournant et on va enfin avoir ce piquant qu'on attendait. La suite va être incroyable. Bref, tout ça pour dire. Omega gagne et Will qui turn après en pétant un câble car c'était supposé être son moment. Je pense qu'on va aller sur un turn de Ospreay. La question, notamment par rapport au message de Sawyer, c'est vous, le turn de Ospreay, vous le voyez avant ou après le match à All-In? Avant, donc pour vous, Omega gagne à All-In, on est d'accord, hein. Il y a aussi le fait que Ospreay veut pas se battre contre un Omega blessé, oui. Ou pendant. Je sais plus si c'est toi, Sawyer, qui en parlait ou quelqu'un d'autre, mais j'avais vu sur Twitter un truc passer en mode un Ospreay en fait qui turn pendant. C'est-à-dire qu'il pète les plombs, il devient complètement taré et il défonce Omega. Et en mode, il gagne le titre, mais il y a une espèce de clim, une ambiance bizarre tellement il le défonce, genre. Tellement il le démarre et il gagne d'une façon 10 fois trop violente par rapport à Ospreay. Et j'aime bien ça, en vrai. Ospreay, là, Ospreay en tant que tel, face, Ospreay face, le personnage d'Ospreay, là, tout de suite, aujourd'hui, le 28 juillet 2026, ne doit pas gagner le match à All-In. Là, à l'heure actuelle. S'il n'y a pas d'évolution de personnage, il ne doit pas gagner le titre. Parce qu'en fait, c'est quoi le message? Will Ospreay, imaginons, il n'y a pas de modification, ok? Will Ospreay, finalement, il se rend compte que y a pas d'amis, Moxley a raison, mais que Moxley l'a, entre guillemets, trahi parce qu'il a voulu défoncer son ami et tout machin. Ospreay reste tout seul, hein, Ospreay solo, Summer of Solo Sikoa, lol. Ospreay solo contre Kenny Omega, il a plus Death Rider derrière lui, machin. On reste exactement comme on est là tout de suite. On reste exactement pareil, ok? Ospreay gagne le titre. C'est quoi l'histoire derrière? C'est en fait Moxley, qui est le catcheur le plus titré de l'histoire d'AEW, qui est le catcheur le plus capé de l'histoire d'AEW, il a tort. Et en fait, celui qui a raison, c'est un gamin qui a jamais gagné le titre. C'est un mec qui a toujours échoué, sauf une fois. Et c'est lui qui a raison. Et Kenny Omega, qui est présenté chez AEW comme le fucking GOAT, hein, que tout le monde connaît, chez NJP, chez machin, que tout le monde sait qui c'est Kenny Omega, il n'y a pas de on sait pas ce qu'il a fait avant. Ospreay le bat comme ça. Il le bat comme ça, on s'est compris. Il n'y a pas d'évolution. Ospreay n'a rien appris. Il s'est juste entraîné physiquement et psychologiquement, il n'y a aucune évolution et il gagne le titre comme ça. Hop, champion Ospreay. C'est quoi l'intérêt de l'histoire? Sans déconner, hein, c'est quoi l'intérêt de l'histoire? Moi, je pense que là, tout se passe autour de Moxley. Parce qu'à tout moment, Moxley, il a prévu tout ça. Moxley, il sait. Moxley, c'est le seul catcheur chez AEW aujourd'hui que quoi qu'il fasse, il peut te dire que t'as raison ou t'as tort et il aura toujours raison. Je pense réellement que Moxley, c'est un mastermind de taré. Je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que là, si Ospreay, hop, il se passe rien et juste il gagne, c'est Cody Rhodes. Hein. Et on s'emmerde. Avec tout le respect, on s'emmerde. Hein. C'est sûr que Moxley l'a prévu. Moxley l'a prévu. Je pense que Moxley l'a testé, en fait. Parce que du coup, on avait dit qu'on revenait dessus, mais il y a le premier truc, la semaine dernière, où Ospreay n'a pas voulu terminer le match comme Moxley le voulait. Plus là, contre les Bucks, Ospreay n'a pas voulu finir le match comme Moxley le voulait. Je pense que Mox, c'est tout. Moxley, c'est un malade. Je pense sincèrement que Moxley, c'est tout. Le fait qu'il empêche Claudio d'aller frapper Ospreay. Il sait exactement. Moi, par contre, du coup, là, ça me fait poser une question. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais la naïveté de me dire Moxley le fait parce que c'est Ospreay, c'est un peu cool d'avoir Ospreay avec lui. Parce qu'il voit le potentiel, il a peut-être pas envie de le voir contre. J'avais un peu cette naïveté-là. Moi, avec tout ce qui se passe là, si Moxley il sait exactement, et s'il sait pourquoi il a fait ça, c'est qu'il sait exactement pourquoi ça s'est passé comme ça. Moxley, il a fait ça pour une raison. Mais du coup, pourquoi Moxley a fait ça? J'aimerais que ça tourne pas autant des Riders, Imo, mais plus vers Omega. Mais justement, on s'en fout. Tu peux revenir sur Moxley plus tard. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que là, moi, je serais pas choqué qu'on ait un segment avec les Riders à Dynamite, parce qu'il faut un petit peu la continuité quand même, et qu'après, on n'ait plus rien des Riders par rapport à ce match-là, jusqu'à All-In, voire après.
Là, Mox, tu l'enlèves du programme Kenny Omega Ospreay jusqu'à la fin d'All-In, c'est toujours logique. Hein. Comme le disait Bunker, assurer la descendance. Exactement. Et là, moi, je trouve que ça a pris un vrai tournant, en vrai. En fait, pour moi, dans ton rewind, t'avais parlé du fait que l'entrée dans les Death Riders, il y avait eu un vote et t'avais appuyé sur le fait que c'était pas unanime. Je pense que ça va jouer dessus plus tard. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Pour clore sur ça, sur cette histoire-là, imaginons Ospreay gagne le titre. Mox revient, et Mox lui dit, frérot, tu m'as contredit, bien wesh, mais moi, par contre, je vais te montrer que ce que t'as réussi à prendre, je peux te le reprendre quand je veux. Part sur une rivalité Moxley-Ospreay pour le titre. Si Ospreay est champion. Si Ospreay n'est pas champion, Moxley va revenir toquer à sa porte, il va faire « Eh, je te l'avais dit ». Tout tourne autour de Moxley, enfin, rien ne tourne autour de Moxley, tout tourne autour d'Ospreay, surtout, plus qu'Omega. Et tout est lié à Moxley. Et je te jure, ça fait depuis les BCC que Moxley parle de l'avenir de la compagnie et à quel point il faut devenir un tueur. Je pense qu'il voit en Ospreay un mec avec plein de potentiel. Et j'aimerais bien qu'il se trompe dans la storyline. Déjà parce qu'Ospreay, en vrai, il est fade de ouf. Pour moi, Will Ospreay, c'est le Taylor Swift de la EW. C'est-à-dire que j'aime bien Taylor Swift, c'est sympa. Hein. Elle chante hyper bien, il y a de la bonne musique, c'est rythmé. Je l'ai vu en concert, moi j'ai trop kiffé, tu vois. Mais il n'y a rien de plus. Ospreay, c'est ça. Et à tout moment, à Dynamite, Ospreay, c'est lui qui va voir Moxley, il fait frérot, j'ai merdé de ouf. Parce que le One Week Angel de Kenny Omega, il est pas anodin. Hein. Ça finit sur ça, les gars. Ça finit sur Kenny Omega qui attaque Ospreay. Le Howard Omega, c'est juste, je suis idiot, ta gueule, gamin. En vrai, c'est un peu ça. C'est un peu, regarde, c'est moi le champion. Oublie pas que c'est moi le champion. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas un turn. Omega l'a attaqué en mode, fais ton choix, mais n'oublie pas que c'est moi le champion. C'est hyper intéressant ce qui se passe. Mais du coup, moi, il y a un truc qui me saoule avec ce Rédemption, qui me saoule de ouf, c'est que tout ce que t'as raconté, c'est bien. T'avais vraiment besoin d'un pay-per-view de 5 heures pas construit pour ça? Moi, ça a été un peu la douche froide, ce pay-per-view. Hein. Alors oui, le niveau AEW est quand même bien trop au-dessus, surtout cette année. Cette année, c'est n'importe quoi. Cette année, putain, l'enchaînement, il y a eu Révolution, Dynasty, Double or Nothing, il y en a eu un entre Forbidden Door. Waouh. Fallait se lever tôt pour faire mieux. Hein. Des matchs auraient pu durer moins longtemps, oui. T'as 10 matchs, fais pas des matchs de 20 minutes. Je crois que c'est Hugo qui en parlait sur Twitter de ça. Quand t'as 10 matchs, fais pas tous les matchs à 20 minutes, ça sert à rien. Rédemption Weekly Special, ça aurait été mieux. Un Grand Slam Canada. Aucun intérêt de faire un pay-per-view. Et donc, c'est un peu la douche froide. Parce que tu finis sur un immense segment. Qui est pas forcément, je trouve pas incroyable le segment de fin, mais je le trouve hyper important pour ce qu'on veut raconter pour All In. Et c'est tout ce qu'on lui demande en vrai. On avait vraiment besoin d'un pay-per-view pour ça? Je suis pas sûr. Hein. Surtout vu tous les matchs qu'on a eus. Hein. Donc, je repars de tout ça. Attendez, je profite de ma magnifique Minia. Très très fier de cette petite Minia. Je repars de tout ça un peu perplexe. Parce que c'était pas bien, mais... Enfin, non, c'était pas nul. C'était très bien, mais c'était largement décevant. Et elle est là, la frustration AEW. Je trouve, elle est là, la frustration AEW. C'était très bien. C'est bien, mais pas aux attentes. Et le problème, c'est que, oui, on en attend beaucoup, mais on en attend beaucoup parce que l'AEW a très très souvent su délivrer au niveau de nos attentes. Voici globalement la review de ce show. J'ai vu sur YouTube qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient bien aimé le format VOD sur YouTube, mais que c'était un peu long. Là, vous êtes sur Twitch, donc je suppose que vous vous en foutez, vous êtes là, donc vous avez tout écouté, donc ce sera pas pareil. Donc je vais faire pas mal de coupures. Là, vous voyez, ça fait déjà 2 heures qu'on parle de ça. La vidéo, elle fera 30-40 minutes maximum, je pense, pour la review. Mais du coup, on fera souvent ça, des petits sujets comme ça à traiter que je me balancerai sur YouTube. C'est un peu la galère. Sinon, en fait, si vous voulez, on est dans une position où c'est soit on fait ça, soit j'arrête ou YouTube ou Twitch. Enfin, en tout cas, je fais une pause de quelques mois. Je pense qu'on va partir sur ça pour le moment.